Bon, ben on va commencer. Alors, j'excuse Madame le maire qui, comme vous l'avez vu dans le mail que... Oui, si, ça passe. Dans le mail qui a été envoyé à tout le conseil municipal, Madame Jante, suite à des soucis de santé, doit restreindre de ses déplacements et ses participations aux manifestations et réunions jusqu'à fin janvier 2025. Elle vous prie de bien vouloir l'excuser, toutefois, elle assure le suivi des dossiers et les projets de son domicile. Les élus délégués assurent le relais afin de la représenter et de recevoir les administrés. Voilà. Sur votre table, on a mis un point numéro 13. Est-ce que vous voulez bien qu'on le passe au conseil ce soir? Donc, on va passer au vote pour savoir si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, donc on passera le rapport numéro 13. Oui. Donc le secrétaire de séance est Françoise Cheroute. Voilà, bon, les procurations. Madame Jante Hélène donne procuration à moi-même. Madame Ghislaine Guy à Emmanuel Hazard. Monsieur Bonino Julien à Sylvain Castagnier. Roxane Tibaldi à Hélène Janet. Stéphanie Coleno à François Cheroute. Et Marie Duchère à Dimitri Favreau. Il n'y a pas d'autres... Bon, on va passer au procès verbal du 13 novembre 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, monsieur Favreau. C'est l'article de loi qui n'a pas été retenu par vos services et que j'avais évoqué. C'est quelle page? Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Alors, on va la retrouver. Ouais, c'est la page 5. 7. Voilà. Alors, c'est la page 5, a priori. 5, oui. 5. Confusion entre les articles L153-41, non valable ici, et L153-45 à retenir. Je voudrais que ce soit marqué dans le PV, s'il vous plaît. Oui, oui, pas de problème. Oui, comme d'habitude, après un contrôle de la vidéo, on validera. Personne ne s'oppose à cette modification? Oui, monsieur Platon. En page 7, concernant la délibération numéro 6, j'avais demandé que le mail de la métropole qui justifie la non-application de l'article L 5211-57 me soit transmis, et c'est pas retranscrit dans le PV, et par ailleurs, ce mail ne m'a pas été retransmis. Donc je suis toujours demandeur de la raison pour laquelle cet article n'a pas été respecté. Page 7, vous pouvez le rajouter pour... donc j'ai deux interventions. La première, et il y a la réponse de Madame Guichard. Et ensuite, Thierry Platon souligne que la modification du PLU, etc. Avant de souligner, j'aimerais bien que on note que demande que cette
justification de la métropole lui soit transmise, le mail de justification lui soit transmis. Alors moi, j'ai eu une application à page 6 où tu as Madame Guichard qui parle et toi tu demandes le rapport. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, juste 6. après, là, juste avant, Thierry Platon dit que la question du PLU est une décision. J'aimerais bien qu'on mette demande que le mail de justification de la métropole lui soit transmis. D'accord. Ensuite, concernant la délibération numéro 7, en page 8, Thierry Platon avait demandé en commission le prix des terrains évalué par le domaine. Alors ce que j'ai demandé, ce n'est pas le prix du terrain, c'est le prix des terrains en 1AU, des terrains constructibles en EAU et des prix des terrains non constructibles en 2AU. Parce que justement, ça peut faire une différence et une injustice. Oui, mais ça avait été expliqué, ça. Oui, mais ce n'est pas le prix du terrain, c'est les prix différenciés entre 1AU et 2AU, c'est très important. Mais il me semble que ça avait, oui, on en a ça avait été justifié. C'est pas la phrase. D'accord. Bon, ben, on verra voilà. avec Et concernant les... Voilà, c'est une remarque. Hein. Les délibérations 9 et 13 concernant les subventions, enfin les aides aux logements sociaux, j'avais demandé les plans de financement et je n'ai toujours rien reçu. Donc c'est difficile de voter des délibérations de cet ordre-là quand on n'a pas les données pour juger de la pertinence de ces aides. Et si je puis faire un petit complément à ce que vient de faire Thierry, effectivement, un certain nombre de données et de documents avaient été demandés à la fois par notre groupe, par Éric Bruchet et par Thierry Platon. Alors, pour notre part, nous n'avons strictement rien reçu, notamment ma demande auprès de Philippe Pignet d'avoir un compte rendu de l'activité de la manager de centre-ville. Bon, j'ajouterai qu'il y a beaucoup de demandes comme ça qui sont faites en commission et on en reparlera sans doute, et de propositions sur lesquelles je n'ai aucun retour. Et finalement, je me demande à quoi servent ces réunions et qu'est-ce que vous attendez de nous, enfin de moi en tout cas, à des commissions. J'aimerais bien j'ai déjà posé la question en commission. J'aimerais bien qu'on me réponde. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que même des corrections, elles ne sont pas prises en compte. Des corrections, je ne parle pas de changement de politique, hein, je parle de simples corrections. Bon, pour les plans de financement 9 et 11, c'est considéré comme des documents de travail et elles ne sont pas communicables. Non, mais alors, il y a une différence entre un document de travail qui n'est pas un document public et un document de travail qui est nécessaire aux conseillers municipaux pour se prononcer sur les délibérations. Là, je ne parle pas de transmission au public, hein, je parle du droit d'en savoir, d'en connaître des conseillers municipaux. Est-ce qu'il va falloir qu'on saisisse la commission d'accès aux documents administratifs, comme ça a déjà été fait, pour obtenir gain de cause? Est-ce qu'on va devoir en arriver là une fois de plus? Est-ce que vous êtes des démocrates, comme vous le prétendez, participatifs ou pas du tout? Oui, monsieur le premier adjoint. Voilà. Vos insinuations? Les insinuations sont basées sur des faits, c'est tout, et pas sur des élucubrations. Donc on attend les documents, on vous les demande, on est en droit de les obtenir. S'il faut saisir la CADA, on la saisira. On relancera Madame le maire sur ces projets, sur ces trucs. Voilà, et vous aurez une réponse plus tard. Voilà. D'autres remarques?
Non. Bon. Une dernière remarque concernant les PV. Donc le 27 septembre, j'avais évoqué le fait que les décisions de maire ne figurent plus sur les PV depuis quelque temps. Madame Levert m'avait répondu que toutes les décisions figuraient sur les PV et que s'il y avait un défaut, c'était un accident. Alors, je confirme que depuis le mois de janvier, il n'y a toujours aucune décision du maire diffusée sur le site de la commune avec les PV. Et c'est pareil pour les derniers PV de septembre et du mois de novembre. Donc je renouvelle cette demande qui est, là aussi, c'est de l'ordre de la transparence. Hein. Toutes les décisions sont sur le site. C'est ce qu'on me répond. Les décisions du maire sont sur le site ? Oui. Ah, c'est récent alors. Bon, ben vous me montrerez où, parce que je ne les ai pas trouvés. Bon, ben on passe au vote de ce procès verbal. Oui, je voudrais juste répondre à M. Farouk que le bilan de l'Evana est prêt et que je vais lui transmettre cette semaine. C'est à transmettre à tout le monde. Oui, on le transmettra à tout le monde. Voilà, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer au rapport numéro 1. C'est une demande de déclassement de la voirie métropolitaine avenue Joliot-Curie pour son reclassement dans la voirie communale. Donc, vous savez qu'on doit faire des travaux sur Joliot-Curie, sur l'avenue Joliot-Curie pour l'accès au Lidl. Donc, on a demandé à la métropole qu'elle nous retrocède celle-là en premier. Et on a demandé aussi que toutes les voies métropolitaines soient retrocédées à la commune. Donc, la métropole a accepté, vu que cette voie n'a pas un intérêt métropolitain, c'est-à-dire de circulation. De circulation et de circulation métropolitaine, c'est-à-dire entre des voies métropolitaines, c'est plus une voie communale. Donc ils ont accepté de nous la retrocéder. Donc c'est la voirie Joliot-Curie, c'est une avenue, elle fait 1 km 120 et ça fait 1 hectare 30 parce qu'elle fait entre 8 et 14 mètres de large. Voilà. Donc, on a demandé à la métropole Aix-Marseille de déclasser la voirie métropolitaine, avenue Joliot-Curie, pour la reclasser dans les voiries communales selon les caractéristiques suivants et le plan annexé. De décider que le futur tableau de classement des voies communales intégrera cette parcelle, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires et signer tout acte et pièces si rapportant. Avez-vous des questions? Oui. Oui, compte tenu du fait que un certain nombre d'hectares vont nous être rétrocédés, quelle compensation financière prévoit la métropole pour l'entretien que ça va engendrer pour nous? Pas de compensation? Non, c'est des voies départementales. Ouais. Qui ont été classées, redonnées à la métropole. Et nous, on demande de les récupérer parce que ça a été retrocédé au mois de juillet 2013 et il n'y a aucun travaux qui a été fait dessus. L'entretien des arbres, des platanes, qui est quand même pas négligeable, qui coûte très cher. Jusqu'à présent, c'était le département ou la métropole. À qui ça va être désormais si ça va être à nous. Voilà. Donc, quelle compensation on va avoir pour ça? Aucune. Voilà. Donc,
Donc nous voterons contre cette résolution puisque c'est une charge financière supplémentaire alors que vous n'avez pas négocié de compensation financière avec la métropole. Mais aucune commune n'a négocié, quelque chose avec la métropole. On récupère parce qu'on sait très bien qu'avec la métropole, c'est retrouvé, avec l'État, c'est retrouvé dans l'obligation de reprendre ces voies et ils n'ont pas les moyens de les reprendre. Donc voilà, l'entretien des arbres, on a un contrat, c'est à peu près 140 € par arbre pour la taille. Là, on a beaucoup de plaintes de riverains parce qu'il y a avec le vent et tout, il y a beaucoup de branches qui sont tombées et tout. La métropole ne fera rien, donc si on ne le fait pas nous, à un moment, les contribuables ne savent pas la différence comme moi. Ne vont jamais se plaindre à la métropole. C'est automatiquement à la commune qui s'adresse. Alors, autant que ce soit nous qui faisions ce travail et que ça soit fait pour les contribuables. Ça, c'est une négociation à avoir avec la métropole, hein, je suis désolé. Une compensation financière est toujours possible. Non. Et ça se négocie régulièrement. Pas pour ça. Oui. Ouais. Le marché qu'on a actuellement avec les lagers. J'ai là un plan des voiries communales, départementales, métropolitaines. Ouais. Je me pose la question, pourquoi il n'y a que quasiment à Malmort, sauf un peu à Aix, qu'il y a des voies métropolitaines. Partout ailleurs, c'est tout soit de la commune, soit du département. Et donc là, en espèce, à Malmort, il y aurait un aller-retour. On les a transférés, enfin le département les a transférés à la métropole. Ça paraît être la seule commune, une des rares communes où ça s'est fait. Et maintenant, on les retransfère à la commune. Je me demande pourquoi. Le département n'utilise à garder que les grands axes. Les grands axes et les voies qui sont dans des zones commerciales. C'est pour ça que sur la liste, vous voyez qu'il n'y a pas avenue de Craponne, parce que ça fait partie de... L'avenue de la Fontaine, c'est pas... Non, c'est pas un axe métropolitain. Non, c'est un axe principal à l'intérieur de la commune, mais pas en extérieur. Voilà, mais c'est pas... Oui, c'est que les zones d'activité et les grands axes de circulation, garde le département. Et c'est l'État qui a obligé la métropole à reprendre toutes les voies du département. Parce que le département ne veut plus gérer ces voies-là. Et lors de la commission, j'avais demandé le coût d'entretien de la voirie. Le coût d'entretien, j'en sais rien. D'entretien et de... La taille des arbres, tu m'as demandé, c'est 140 la taille des par arbres, arbre. pardon 140 € par arbre. C'est oui. le contrat qu'on a actuellement. Et le marquage, l'éclairage, etc. L'éclairage... Enfin, tout ce qui est lié à... Non, mais quand on a refait... Alors, quand on a refait Joliot-Curie, quand on a refait l'avenue Joliot-Curie, c'est la commune qui a payé l'éclairage, qui a payé tout. Parce que le département ne fait pas les travaux. D'accord, mais l'entretien, je parle de le fonctionnement, la clette, ce qui correspond à la clette, parce que je vois dans la dernière délibération, qui concerne Miramas, etc., je vois qu'il y a des mises à jour de la clette pour la voirie. Ça existe, ça existe, il y a eu des transferts de charges. Là, on nous dit non, pour Malmort, il n'y en a pas. Il y en a ailleurs, pourquoi il n'y en aurait pas pour Malmort? Il n'y a qu'à lire la dernière convention de... Oui, la dernière convention, c'est surtout pour des... Non, mais il y a aussi de la voirie. Il y a dont la voirie. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Par ailleurs, donc il y a une chose là, toute neuve.
On a des voiries qui sont très dégradées, voire même dangereuses, sur lesquelles il y a des accidents. Oui. Et donc, comment on va faire pour transférer ça? On ne peut pas transférer ça comme ça, gratis, hein. Alors, ces voies-là, quand même, sont déjà des voies métropolitaines, où tu dis qu'il y a eu des trucs départementales qui vont... et à certains endroits, on a dû faire les travaux parce que c'était trop dangereux. Mais je peux garantir qu'il en reste des endroits dangereux. Oui, il en reste. On le sait. Il en reste. Mais c'est la plupart sont des voies qui sont départementales ou métropolitaines. Non, là, je parle de Charles de Gaulle, par exemple. Oui, bah, c'est une voie métropolitaine. Oui, et qu'on va transférer, mais gratuitement. À la charge de la commune de faire les travaux, de remettre en état cette voirie. Bah, est-ce qu'on attend ça vaut le coup de réfléchir à la question et d'en débattre et d'en discuter ensemble, hein. Voilà, bon. Allez, j'ai bien compris vos inquiétudes, mais bon, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. D'accord. Voilà. Bon, votez à la majorité. Je passe la parole à Monsieur Daval. Le rapport numéro 2 concerne une autorisation de dépôt d'un permis de démolir dans le cadre du projet de la création d'une maison de santé. Donc la commune de Malemort, soucieuse d'apporter à ses habitants un niveau de service médical qualitatif, s'est engagée dans une démarche collaborative avec les professionnels de santé afin de créer une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc en 2020 et en 2021, pour rappel, la commune a acquis l'ancien petit casino et la salle de sport rue Fernand-Poriol, parcelle cadastrée G935 et G966. La commune a souhaité donc dynamiser son cœur de ville en favorisant l'implantation de nouvelles activités complémentaires à l'offre existante dans ces deux locaux. À cette époque, Malemort a bénéficié de l'expertise de la métropole, la CCI du Pays d'Arles et la CEMAR-PACA sur la question de la destination de ces deux locaux dans le cadre de l'étude Envie de ville. À l'issue de cette étude, la métropole préconise donc le positionnement d'une maison de santé sur ces bâtiments avec un linéaire commercial au rez-de-chaussée, comme levier de redynamisation de la rue Fernand-Poriol. La commune donc a ensuite engagé un assistant à maîtrise d'ouvrage, le bureau d'études IMOCA, pour étudier les différentes possibilités de rénovation ou démolition-reconstruction des bâtiments subventionnés. Ainsi, le bureau d'études structure pose l'analyse suivante. Donc, il y a un problème de surcharge des fondations, surcharge des éléments porteurs, un risque sismique et vulnérabilité accrue, mouvement de terrain et retrait-gonflement des argiles, une incompatibilité des bâtiments actuels avec le projet de maison de santé et le projet de réhabilitation des bâtiments pas économiquement rentable. Donc au regard de l'ensemble de ces contraintes techniques et géotechniques précitées, il apparaît que la démolition des bâtiments existants est la seule solution appropriée pour garantir la stabilité, la pérennité et la sécurité du projet de la maison de santé pluriprofessionnelle et des futurs usagers. De plus, le bâtiment actuel n'a pas valeur architecturale ni historique particulière. Aussi, la commune a fait le choix de procéder à la démolition des bâtiments afin d'y édifier une construction nouvelle. Conformément à l'article R421-28B du Code de l'urbanisme, le projet 6 rue Fernand-Poriol, se situant dans le périmètre des abords d'un monument historique, donjon, reste, le dépôt de permis de démolir est donc obligatoire. Le dépôt de cette demande d'autorisation d'urbanisme ne constitue pas un acte que Madame le maire peut prendre seule, ni au titre de ses délégations qui lui octroient le conseil municipal, ni au titre de ses propres pouvoirs.
Donc après avis de la commission urbaniste du 26 novembre 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ou à déposer au nom de la commune une demande de permis de démolir, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dépôt de permis de démolir. Si vous avez des questions. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, le temps que vous avez prévu pour la réalisation totale de ces travaux. Pour quelle raison? Pour la raison suivante, c'est qu'avec la démolition de cet énorme bâtiment, il va y avoir techniquement, automatiquement, des vibrations dans les bâtiments à côté et aux alentours. Donc, plein de bâtiments au niveau des commerces. Est-ce que vous avez pensé au temps? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le temps prévu pour les travaux? Qu'est-ce qu'ils ont prévu, les architectes? La démolition, c'est entre 15 jours et 3 semaines, maximum. Quand même, il y aura un état des lieux qui sera fait des bâtiments autour par un huissier, comme il est fait à chaque fois qu'on fait des travaux, des gros travaux. Et pour la construction, c'est à peu près un an de travaux. La reconstruction pour un an, vous prévoyez. Et donc, c'est la mairie qui payera l'huissier qui ira constater... Non, c'est les entreprises qui payent l'huissier. Qui payent l'huissier. Et ils iront constater l'état des maisons environnantes avant la démolition. Oui, avant la démolition, ils feront leur travail d'huissier, ils iront prendre des photos et constater s'il y a des... Comme à chaque fois qu'on fait des gros travaux, on fait des constats d'huissier autour des maisons. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est le manque à gagner au niveau des commerces. Hein, il y a presque plus de commerces alimentaires dans cette rue. Donc là, ça va les impacter un maximum. Et sans parler de cet emplacement qui est vraiment pas prévu pour recevoir des taxis ambulances, pour se garer et autres, ce sera un très problème. Ça, c'est votre avis, c'est pas du tout le nôtre. Ce sera un très gros problème. On va essayer d'avoir le moins de nuisances possible. On va travailler le plus possible côté rue du marché couvert pour avoir la rue Poriol ne sera jamais fermée. Donc ça ne sert à rien d'affoler la population et les commerçants. Elle sera fermée peut-être exceptionnellement une journée ou deux pour rentrer le gros matériel ou le sortir. Mais tout de même... On va essayer de le faire le plus possible le lundi. Lorsqu'il y aura la façade à détruire du côté rue Fernand Poriol et la façade à remonter encore de ce côté-là, il y aura les camions, il y aura tout un tas de véhicules qui bloquera la rue. Pas forcément. Ils se mettront à l'intérieur et ils casseront de l'intérieur. Mais les places de parking seront empêchées pour pas qu'il y ait de risque. On mettra en protection. Mais voilà. Après, je ne peux pas vous dire exactement tout ce qui va se passer avant qu'on ait les réunions avec les entreprises. Oui, mais justement, il faut y penser parce que les commerçants commencent à flipper énormément. Oui, je sais, on les fait flipper aussi énormément. Et vous les avez réunis pour leur dire tout l'échelonnement et l'évolution du chantier? On peut pas leur dire encore, tant qu'on n'a pas les entreprises. On fera une réunion. Il y a une réunion publique qui est prévue en début d'année prochaine. S'il y a j'espère que les commerçants seront là. Si les commerçants ne sont pas là, on ira les voir pour leur expliquer. Mais moi, je ne peux pas leur expliquer le chantier avant que les entreprises soient là et fassent le travail. C'est eux qui ont l'ingénierie pour savoir comment ils vont faire et comment ils vont travailler. Moi, je peux leur donner des directives d'empêcher de nuire le moins possible dans la rue Poriol. C'est ce qui va être fait, mais c'est pas moi je ne peux pas vous expliquer exactement comment ils vont faire.
Je sais pas. Et la date est prévue à partir de quand vous allez commencer les travaux? Il y a le dépôt de permis de démolir, celui qu'on vote là, qu'on passe en conseil municipal là, et il y a le permis de construire derrière. Et le temps que l'on étudie, que les services étudient les permis, et la démolition est prévue dans le premier trimestre de 2025, et après, on attaquera la construction après. Mais bon, déjà, il faut aller... Là, on dépose des permis de construire, après, il faut aller chercher les entreprises, il faut... Voilà, c'est pas... On peut pas... Il vaudrait mieux pas perdre trop de temps pour les commerçants, hein, parce que je ne sais pas comment ils vont faire pour assumer leur activité. Hein. Ça, vas-y, Philippe. Oui, non, mais par rapport aux commerçants, il est clair que dès qu'on aura toutes les informations concernant le déroulement du chantier avec les dates, on organisera une réunion avec les commerçants pour leur expliquer comment ça va se passer. Et éventuellement, s'il y a une ou deux journées prévues de blocage, on leur précisera de suite. Et comme le disait Christian, on se débrouillera pour que ce soit le lundi, qui est généralement... Oui, mais c'est le minimum. C'est le minimum. Mais en attendant, le manque à gagner, ils l'auront, hein, pendant un an. C'est votre avis, madame. C'est votre avis. Monsieur Platon. Oui, bon, concernant ce sujet, je rappelle que quand à Salon, ils ont fait les travaux dans la rue Kennedy ou sur la place Morgan, il y a eu un dédommagement pour les commerçants concernés. Et donc, il faudra peut-être imaginer ce dédommagement. Je pense que c'est important. S'il y a beaucoup de, s'il y a beaucoup de nuisances et tout, parce que la place Morgan, elle était fermée pendant longtemps. Là, on ne ferme pas la rue. La rue Kennedy, Kennedy aussi. On verra. Sinon, concernant ce permis de démolir et ce permis de construire. Déjà, on parle du permis de démolir. Mais bon, du permis de construire ça m'évitera de revenir sur le deuxième. Oui, mais bon. De répéter la même chose. Je rappelle que en commission, j'ai demandé d'avoir, pour pouvoir voter ce permis, d'avoir le plan de financement, parce qu'on ne sait pas où on va, d'un point de vue financement global. Moi, j'ai rien vu je ne sais pas comment ça va être payé. Voilà, ni les subventions, ni la participation, ni comment ça va, on va rembourser nos prêts, etc. Donc, je n'ai pas vu de plan de financement, donc je ne peux pas voter. Je ne suis ni contre ni pour, j'en sais rien. Et de même, la convention. La convention, au moins les grandes orientations de la convention, ça me paraît fondamental pour pouvoir décider de lancer ce chantier. Qu'est-ce que tu as la convention avec les médecins, avec les professionnels. Voilà, et les professionnels de santé. Je rappelle que j'ai demandé, je n'ai rien. Et une chose qui m'étonne, c'est quand je regarde les décisions du maire, je vois qu'on a déjà passé plein de commandes, plein de marchés sur différents sujets. On fait les choses à l'envers. On passe des commandes. On n'a pas encore passé le permis de construire. On n'a pas de convention. On ne sait pas où on va. Et on ne sait pas comment on va financer. Mais pourtant, on a déjà passé des commandes. C'est votre avis. Non, mais moi, c'est ce que je sais, moi. C'est ce que je connais. C'est ce que j'en connais. C'est ce que j'en connais. Comment vous voulez qu'on vote? Comment vous voulez qu'on cautionne cette façon de travailler? C'est dommage que vous n'étiez pas là la semaine dernière, où quand même on a fait une réunion pour la maison de santé, où il y avait... Mais voilà, les conventions avec les médecins, on vous a expliqué qu'ils avaient déjà une convention avec l'ARS, que l'ARS était pour cette maison de santé, et que les médecins, il fallait qu'ils aient le plan final pour pouvoir signer leur bail. Mais voilà, on est dans les dernières conventions, et je ne veux rien dire, mais des médecins qui se libèrent 1 à 2 fois par mois pour venir à des réunions le soir, c'est qu'ils sont quand même bien intéressés.
Philippe, tu as quelque chose? Je n'ai pas dit, c'est pas un problème d'intéressé ou pas d'intéressé. Il peut arriver n'importe quoi. Ah oui. Là, les médecins, ils partent en congrès, ils ont un accident. Hop, plus de médecin. Comment on fait? Oui, mais... Voilà, n'importe quoi. Non, je veux bien, mais une fois qu'ils auront signé le papier, s'ils meurent, ça sera pareil. Ça sera exactement pareil. S'il n'y a pas de... Oui, Eric. Moi, je rejoins un peu ce que dit Thierry. Là, il y a un réel problème. Moi, je l'ai déjà dit en conseil. Ce type de projet devrait faire l'unanimité. Or, c'est clivant. On a des bouts de réponses. On n'a pas des réponses complètes. On devrait avoir des choses structurées sur c'est les questions qu'on a posées l'autre jour. Le nombre de médecins sollicités, qui a signé, où on en est. Enfin, une sorte de présentation structurée. Une sorte de présentation structurée et claire. On a des affirmations, on a des nombres flous. Sur le business plan, ça fait des mois qu'on le demande, effectivement. On n'a pas le même, ne serait-ce qu'une synthèse, un ordre d'idées. Voilà. Donc là-dessus, moi aussi, je suis complètement... Enfin, j'entends, mais pour arriver à décider le budget, c'est quoi maintenant? J'en sais rien. On a parlé. Le budget, on est toujours dans le même budget. C'est-à-dire? C'était ce qu'on avait voté la dernière fois et qu'on avait passé la dernière fois. 5,6 millions. Bon, La PCP... Après, il y a un budget. Donc ce projet, comment il se construit? On affirme désert médical, etc. Mais en fait, il y a beaucoup d'affirmations. On nous le dit, et il faut qu'on l'accepte, sans avoir des éléments de démonstration. Je l'ai déjà dit l'autre jour, je l'avais déjà dit il y a un an, et je suis désolé, moi j'ai pas de réponse. Donc moi je ne sais pas si vous maîtrisez le dossier parfaitement. Oui, en tout cas, toi tu nous dis oui, il y a des médecins qui viennent, oui, mais on peut dire ce qu'on veut, c'est du blabla ça. Il n'y a pas de démonstration concrète, c'est tout. À partir de là, sur un projet qui coûte plus de 5 millions, je suis désolé. Comment veux-tu qu'on vote là-dessus? Moi, je ne peux pas voter non plus. C'est pas structuré, carré, quelque chose de... C'est un projet à 5 millions d'euros. On ne va pas boucher un trou dans la rue, un poriole. Donc un minimum, et on n'a pas ce minimum. On nous donne toujours des réponses, oui, mais il n'y a aucune démonstration structurée et propre. Voilà. C'est ça. Et l'année dernière, quand on a voté en décembre, j'avais déjà dit la même chose. Oui, c'est ton avis, mais... non, c'est pas mon avis. Si, il y a eu un compte-rendu qui a été fait de la... Pas un avis, c'est la réalité, on n'a rien. Bon, vas-y Philippe. Alors, moi, je dirais que par rapport effectivement aux professionnels de santé, on n'est pas parti de rien. Il y a une association de professionnels composée à la fois de médecins, de sages-femmes, etc., qui travaillent sur le projet depuis maintenant près de 5 ans, il me semble, même plus que 5 ans. Et donc qui avait d'ailleurs déjà envisagé plusieurs projets avant celui-là. Donc ils ont un véritable projet de santé qui a été validé par l'ARS, présenté à la VLRS, validé par l'ARS. Est-ce qu'on peut avoir ce projet qui a été validé par l'ARS? Rien que ce document, par exemple, on a droit d'en connaître. C'est notre boulot d'examiner ça. Alors c'est un projet professionnel de médecin, d'accord? Il y a eu un échange avec l'ARS, c'est un document qu'on peut avoir. C'est un document administratif qu'on peut avoir. Il y a un compte-rendu, il y a des choses. Mais moi, je ne comprends pas que ce soit en permanence le secret sur ces affaires. Non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Qu'on nous transmette ces documents. Oui, donc oui. En fait, voilà, c'est effectivement donc un document. Oui, je vais y arriver. Donc c'est, comment dire, le projet de santé a été validé par l'ARS et l'ARS a en parallèle depuis longtemps alerté la commune du risque justement de désert médical sur notre commune, puisque nous avons énormément de médecins qui vont arriver à la retraite. Et l'un des moyens de pouvoir pérenniser et faire en sorte que les médecins restent sur la commune, c'est de leur offrir comment dire, une structure comme la maison de santé. On est bien d'accord là-dessus. Le problème, c'est pas celui-là. C'est quoi le subventionnement de l'ARS? C'est quoi le subventionnement du département? C'est quoi comment on va rembourser nos emprunts? Voilà, j'aimerais bien savoir. On peut te répondre. Je peux donner la parole à Patricia. Financement, le plan de financement.
Là, peut-être. Oui. Oui, alors c'est une ébauche, une structure, puisque toutes les instructions, lettres d'intention et autres partent aux financeurs. On sait d'ores et déjà que sur l'ARS, nous sommes sur une subvention forfaitaire de 400 000 euros. Sur la région, c'est de l'ordre de 300 000 euros. Le TSIL est activé, pardon pour l'acronyme, mais j'en oublie le détail. On est là sur 600 000, puis le plus gros financeur, ce sera le département. Et là, la finalisation des courriers et des lettres d'intention partent au sous-préfet d'ici cette semaine, au début de l'autre maximum, ainsi qu'à Martine Vassal, au département. Ensuite, il y aura une part, évidemment, puisque le financement ne peut pas être seul, d'autofinancement de la commune. Sur l'autofinancement, il y aura une part de fonds propres à hauteur de 945 500 environ. Et il y aurait une hauteur d'emprunt de la même hauteur que celui qui s'éteint cette année, qu'on avait ouvert en 2006 pour la gendarmerie, de l'ordre de 1,6 million. Donc en gros, on avait ces deux emprunts jusqu'à présent. Gendarmerie 1,6 million, rappelez-vous, 1,3 million qu'on a contracté en 2021. Celui de la gendarmerie s'éteint cette année. Donc on repart sur le même capital avec l'avantage que les loyers paieront les intérêts d'emprunt. On est sur les boches, hein. Évidemment, dès que c'est beaucoup plus finalisé, vous en serez informés. Est-ce qu'on peut avoir un document qui résume ça? Pas pour l'instant, on n'est que sur des hypothèses. Donc on est toujours sur des hypothèses et on passe des commandes. Ouais. Bon, j'ai pas encore beaucoup pris la parole sur ce sujet. Je me suis déjà beaucoup exprimé avec mon groupe sur ce problème. Je ne sais pas si on est sur le même village ou sur la même planète en fait. Parce que les professionnels de santé, moi j'en ai rencontré beaucoup du village, vraiment beaucoup. Alors à part 3 médecins, ben, les autres, j'en vois pas beaucoup qui sont favorables à ce projet. Et je vois depuis tout à l'heure, bien souvent quand Eric prend la parole ou M. Platon, notre rapporteur qui hoche la tête pour dire oui, donc je suis assez surpris. Je me demande même si dans votre majorité, vous êtes tous bien convaincus de ce projet. Je ne suis pas sûr. Monsieur Faro, donc, est-ce que je peux finir? Je ne vous ai pas interrompu, je pense, pour le moment. Hein. Ni personne. J'ai été courtois. Voilà. Donc je suis assez surpris. On a lancé plein de dépenses. Je les ai vues, comme M. Platon, dans les décisions du maire. Plein de dépenses. Et pour le moment, on n'a pas voté grand-chose. Et cette Assemblée souveraine n'a pas beaucoup pris la parole sur ça. Je suis vraiment surpris, et on en est aux ébauches alors qu'on nous parle de millions d'euros, des millions d'euros. On n'est même pas sûr que les subventions vont être accordées. Pour le moment, le département n'a pas voté, n'a pas dit oui, n'a pas dit non. Les financeurs, on est un peu dans l'expectative. On va nous lancer la commune dans des millions d'euros, le plus gros projet que cette commune ait jamais lancé. Et attention, nous sommes favorables, hein, nous sommes favorables à une maison de santé, hein. Mais alors, pas celle-là, on l'a déjà dit, en plein centre-ville, alors que toutes les communes autour font des choix différents, sur la base d'une étude qui est d'une médiocrité assez impressionnante, à la base. Bon, mais alors là, M. Faro, je vous coupe la parole. Voilà. Ça, c'est votre avis. Je sais que la maison de santé ne vous intéresse pas, parce que la dernière fois, vous êtes resté 5 minutes et vous êtes parti pendant la réunion. Oui, ça, alors, monsieur le premier adjoint, pour entendre lire un document qu'on nous a remis, excusez-moi, mais je ne vois pas trop l'intérêt. J'ai pas beaucoup de temps. Visiblement, vous mettez 15 ans pour faire une maison de santé, donc moi, je ne perds pas de temps, hein, comme vous. Je n'ai pas mis 15 ans à faire une maison de santé. Ah bon? Elle est où? Ben, pour le moment, vous avez mis 15 ans, soi-disant, vous discutez depuis des mois. Tous les villages autour avancent plus vite que nous. Oh. Voilà, sur des dossiers qui sont plus sérieux. Voilà, parce qu'ils sont en périphérie des villages. Ça, c'est votre avis? C'est mon avis, effectivement, et je le partage avec vous. Et nous ne sommes pas seuls à l'avoir, cet avis. Ouais, donc vous allez nous engager dans une faillite financière et que nous n'acceptons pas. On dépose des permis. On ne s'engage pas dans des failles financières. Et toutes les dépenses qui ont été faites, toutes ces dépenses, regardez-les, vous venez de c'est des centaines de milliers d'euros déjà. Monsieur Faro, vous avez dit que vous ne me coupiez pas la parole. Donc, vous m'avez coupé la parole, je vous fais de même. Hein. Non, bah oui, c'est facile ça. Je vous dis qu'on ne se lance pas, on lance des permis, oui, mais le financement, on lancera le financement quand on aura l'argent, bien sûr. On lancera les entreprises quand on aura l'argent. Mais et vous allez mettre qui dedans? Il n'y a pas, à part 3 médecins, vous n'avez personne. Ça, vous n'avez personne. C'est ce que vous dites, vous.
c'est l'argent de notre commune, Alors, c'est pourquoi des subventions, c'est un délire, quoi. On est en plein délire. Ça, actuellement. c'est votre avis. On sait très bien ce que donne votre avis. Voilà. Philippe, Ah ouais, qu'est-ce qu'il donne? Moi, Monsieur Farou, vous avez tort là, parce qu'il y a plus d'une vingtaine, 25, je crois. Combien 22 Alors, professions communiquez-les, de santé communiquez. qui Thierry Platon a raison, vous au ne projet dites rien. Ce que et vous qui dites, c'est des participent choses à qu'on sait déjà. et qui participent à des réunions régulières À des justement réunions avec les ouais, c'est services sûr. Mais des pour informations, organiser comment dire le bâtiment. Voilà. Et donc effectivement, et dans ces professions de santé, eh bien l'ensemble, enfin toutes les types de professions sont représentés. Donc ça sera une véritable maison de santé avec l'ensemble de l'offre de santé. Il y a des médecins spécialistes qui vont venir? Alors, des médecins spécialistes, il n'y en a pas beaucoup sur la commune. Alors, il n'y a pas toute l'offre de santé déjà. Par contre, il est prévu, Monsieur Monsieur Farou, laissez-moi terminer. Il est prévu, effectivement, dans cette maison de santé, une salle prévue par les médecins qui va permettre à des spécialistes de venir régulièrement proposer des consultations à tour de rôle. Voilà. Chacun sait qu'il est très difficile de trouver des spécialistes, comme pour les cardiologues, j'en sais quelque chose. Et donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir permettre à des spécialistes de venir régulièrement sur la commune pour pouvoir faire des consultations, chacun à leur tour. Ça permettra d'avoir une offre plus proche de nos concitoyens pour l'ensemble des spécialistes qu'on est généralement obligé d'aller chercher dans les autres communes alentours. Voilà. Mais c'est prévu. Et donc, effectivement, il n'y a pas de spécialistes au quotidien qui seront présents, mais à tour de rôle, il est prévu effectivement la venue régulière de spécialistes. Alors, encore un point, j'avais demandé à ce que me soit transmis le dossier de désamiantage. Je l'attends toujours, il me semble que le marché a été passé, non? Le marché a été passé. Bon, alors qu'est-ce que vous attendez pour nous transmettre les pièces qui sont demandées depuis un gros moment maintenant? C'est si difficile? Bah, on relancera les services. Ça soit fait. Ouais. Ben ouais. Ouais. Changer de temps. Alors, moi, j'utilise le temps sur lequel vous avez entendu au début, comme je parlais. Quand on change de temps, je change de temps, c'est tout. Oui, Monsieur Farou. Oui. Allez, on a compris. Oui. C'est quand même une question à Monsieur Farou. Vous avez l'air d'être extrêmement au courant de tout. C'est-à-dire, vous savez les gens, les professions de santé qui sont intéressées et qui ne le sont pas. J'aimerais savoir d'où tenez-vous ces informations. Là aussi, nous pouvons nous questionner parce que vous faites des affirmations, mais vos affirmations, vous les tenez d'où? Alors, madame, de la même façon. Vous me reprochez de me voir partout. Eh bien, forcément, je discute, je dialogue, je suis au plus près des gens. Et Oui, donc, mais effectivement, alors, effectivement. Mais Voilà, vous n'avez aucune mais- preuve de ce que vous racontez. Mais ma question... Pour le moment, les preuves, on vous les demande et vous ne nous les transmettez Oui, pas. Ni mais- à Thierry, ni à Eric, mais- ni à nous-mêmes. Pardon, Monsieur Farou, je reviens sur ma question. Parler aux gens, s'intéresser à la rumeur et autres, c'est une chose. Mais de la même façon, vous ne répondez pas. À qui vous êtes-vous adressé précisément pour être si affirmatif? Vous voulez la liste? Je vous la donnerai pas parce que... Fournissez-moi les Parce que documents, Monsieur tant Farou. que cette Assemblée est souveraine, nous avons demandé des choses, ça fait 3 mois qu'on les attend. Alors, si vous voulez, vous me laisserez le temps de vous répondre. Oh oui, hein? c'est tellement facile. Mais Bon. justement, c'est là où je voulais vous emmener. Et effectivement, pour répondre, il faut du temps. Donc, j'attendrai vos réponses. Juste la semaine dernière, donc il y avait la présentation de la Maison de la Santé. Et par exemple, la question que vous venez de poser, la liste des professionnels, il n'y a pas eu de nom de cité. Mais après votre départ, justement, on a eu la liste précise des différentes professions qu'il y avait. Donc il y a quand même eu des Mais informations nous que l'avez- peut-être non, vous on ne l'avait connaissiez déjà. pas. On l'avait déjà cette liste. Je l'ai déjà. Alors c'est un secret à de jour. polichinelle de ce que vous avancez. On l'a Voilà. déjà la liste. J'avance J'étais à rien. toutes les Alors- commissions. Celle-là, effectivement, je suis pas resté. Les autres, j'y étais. Même quand nous avons choisi le fameux l'architecte. Donc tout ça, c'était marqué. Hein, donc C'est pour ça que je ne le sais comprends très pas, bien. parce que puisque vous avez déjà Par la contre, liste... j'ai ouï, alors ça vous me confirmerez ou pas, si c'est juste une rumeur ou pas, qu'il y avait eu des désistements. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Voilà. Non, il n'y a À pas, me il y a confirmer pas, ou pas à ma connaissance, il n'y a pas de désistement. Ouais. Bon.
Très bien. Alors, c'est remis. Par contre, moi je suis surpris parce qu'effectivement, si vous aviez la liste, je ne vois pas pourquoi tout à l'heure vous disiez qu'il n'y avait pas de, il y avait que 3 médecins dans la maison de santé. Vous n'êtes pas très cohérent. La liste des professions que vous avez oui, la liste des professions. Donc effectivement, c'est une liste, comme je le disais, assez complète. Et nous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait que 3 médecins. Donc il faut être cohérent aussi, M. Faro. Je vous ai parlé des personnes favorables. Voilà, sur le village. Bon, allez, on va passer au vote parce que c'est pas constructif. Juste une dernière une suggestion. Je suis en train de prendre des notes, là je ne comprends plus rien. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce que tu veux comme liste? La liste exhaustive des noms des personnes qui ont réservé fermement. Voilà, donc il n'y en a que 3 d'après toi, c'est ça? Mais tu as dit qu'il n'y avait que 3 que j'avais rencontrés. D'accord. Mais c'est au démarrage des travaux. Bah oui, mais tant qu'on n'a pas la dépose du permis de conduire, de construire, ils vont signer un bail en début d'année. Il est en train de se finaliser et c'est tout. Bon, on va passer au vote. Juste une suggestion. Oui. Parce que là, donc, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on passe des commandes, alors que, comme tu viens de le dire, on n'a pas de convention, il n'y a personne qui a signé quoi que ce soit, mais on passe des commandes. Est-ce qu'on pourrait avoir, comme sur tout projet, la planification des paiements, des engagements, puisque là, on a déjà on a déjà payé des prestations, on en engage d'autres. Est-ce qu'on pourrait avoir un plan de financement et un plan de dépenses. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir où on en est. Combien déjà on a dépensé sur cette affaire depuis que les bureaux d'études travaillent là-dessus. J'aimerais bien savoir. On a un suivi régulier. Oui, Patricia, tu peux répondre? Oui, ça marche. Oui. Oui, Patricia. Oui. Normalement, il y a les 3 archis ont été payés. Non, mais par rapport à ça, il y a le bureau de l'AMO qui a été payé, les 3 archis qui ont été indemnisés, il y en a un qui a été retenu. Et puis après, il y a des dépenses qui sont engagées, effectivement. Mais pour terminer là-dessus, ce qui manque pour éviter ces discussions, c'est une présentation rigoureuse qui nous permette de comprendre précisément qu'est-ce qui est prévu, où on en est, les types de professions, ceux qui viennent pas, le contexte de Malmort, enfin, qu'on ait une idée. C'est un projet qui ne mérite pas juste de... Tu peux toujours affirmer ce que tu veux, mais c'est de l'affirmation. C'est ce que tu disais, bon, on peut dire ce qu'on veut, c'est des discussions de comptoir qu'on a là. C'est pas à la mesure d'un projet de 5 millions d'euros, c'est tout. Moi, je suis désolé, si je dois expliquer le projet à n'importe qui dans la rue, je ne suis pas capable de le faire. Si, je vais dire exactement ce qu'on dit là. C'est une maison de la santé qui fait telle surface, il y aura en gros tant de médecins, on a un besoin a priori, on a eu une convention avec l'ARS, mais incapable de faire une démonstration et d'expliquer fermement. Voilà. Et donc ça, c'est bien dommage de ne pas pouvoir le faire ici. Voilà. Bon. Et je ne comprends pas le blocage parce que, pour revenir là-dessus, moi ça fait 1 an que je le demande. J'avais demandé ça au mois de décembre, conseil municipal de décembre 2023. Bon. Qu'on passe en mode gestion de projet. Oui. Donc, on va voter déjà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à la majorité. On va passer au rapport numéro 3. Concernant le permis de construire. Donc ce rapport, donc, comme vient de le dire Christian, c'est l'autorisation du dépôt de permis de construire dans le cadre de ce projet. Donc il y a eu un concours, c'est le cabinet R+4 architecte qui a été retenu pour la maîtrise d'œuvre du projet de construction de la MSP et de l'espace commercial. Le projet envisage la construction d'un nouveau bâtiment en R+2, conformément au règlement de la zone UA du plan du PLU en vigueur et aux exigences de l'architecte des bâtiments de France. Ça représente 1618 mètres carrés de surface plancher répartis
Voilà, vous avez tout l'organigramme marqué sur le dessin, c'est sur le texte. L'ensemble du bâtiment respectera les normes de sécurité et d'accessibilité. Et en vertu de l'article R 421-1 du Code de l'urbanisme, le projet de maison de santé étant de construction nouvelle, une demande de permis de construire doit être déposée. Ce dépôt ne constitue pas un acte que le maire peut prendre seul, ni au titre des délégations que lui a octroyé le conseil municipal, ni au titre de ses propres pouvoirs. Après avis de la commission urbaniste du 26 novembre 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer et à déposer au nom de la commune une demande de permis de construire, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dépôt de permis de construire. On est dans le même débat. Donc c'est le même débat. On recommence pas. Si, j'ai une question quand même. Une fois que le bâtiment est construit, est-ce qu'on a une capacité d'extension ou est-ce qu'on est à la limite en hauteur? C'est fini, c'est bloqué. On est en limite et quand même l'ABF n'a pas voulu que ça aille plus loin. Ma question n'est pas innocente, c'est-à-dire qu'on fait un choix effectivement de maison de la santé dans le centre-ville, c'est-à-dire qu'en fait on a figé les besoins et que dans les 10, 20, 30 prochaines années, en fait, on n'a pas de capacité de s'adapter au cas où. C'est ça la difficulté aussi. Le projet peut-être, moi je ne dis pas s'il est pertinent ou pas, je n'ai pas vraiment l'info, je n'ai pas les études d'envie de ville, etc. Donc le projet ici pose question par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que là c'est très bien maintenant, mais comme ça arrive souvent dans certaines administrations, on construit un projet, puis on se dit « Ah, c'est dommage, on n'a pas anticipé, il nous faut 50 mètres supplémentaires et on va acheter le bâtiment en face, etc. » Et on déconstruit le système. Et là, c'est la pertinence d'un projet de ce type qui aurait dû être analysé. C'est pour ça la prospective dans les 10-20 prochaines années, l'évolution du monde médical, les besoins. On peut toujours faire des hypothèses, mais n'empêche que là, ça veut dire qu'on est bloqué. Si on a des besoins, s'il y a, je crois qu'on a dit à peu près 25 professionnels à la louche. Bon, s'il y en a 30 un jour, ben, on ne peut pas. Est-ce que quand ils font d'autres projets, ils le prévoient aussi? Oui. Non, je pense qu'on est lié. Ah ben si. Dans le milieu professionnel, quand on loue des bureaux, etc., on anticipe l'extension. Ça, c'est toujours. On loue. On essaye. Mais donc, d'ici 10 ans, il y aura peut-être le commerce à côté qui sera en vente et on pourra agrandir. On ne sait pas. Oui. Voilà. C'est quand même pas l'idée quand même. Hein. Non, mais. Non, mais Non, mais ça veut dire que c'est une contrainte. Je veux dire, on peut dire on verra. Je suis d'accord. N'empêche que pour un projet de ce type, c'est une contrainte. Voilà. Après, moi, j'ai pas travaillé sur le dossier. C'est sûr qu'on peut pas aller sur tout et être médium sur et avoir les. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'adresse là, moi là. Non, mais pour le coup, Eric. Alors, c'est trop grand. Après, c'est trop petit. C'est de la polémique pure et simple. Non, je polémique pas. Je dis simplement que je n'ai pas les éléments qui me permettent de voter. Et là-dessus, quand on travaille sur un projet de ce type, on se projette à court terme, voilà, l'ARS, les besoins actuellement, on essaie de se projeter dans l'avenir, voilà. Et donc, comme on est dans un centre-ville, donc la pertinence architecturale, je ne la conteste pas, c'est peut-être une opportunité pour requalifier le centre-ville, pourquoi pas, je n'ai pas vraiment les éléments. Il y a 2 commerces, c'est très bien, il y en aurait un 3e, ce serait peut-être mieux, mais c'est comme les mairies, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, Eric, on a besoin d'extension. J'entends bien. Comment? J'entends bien, bah mais ouais, c'est tout. Je ne sais pas si tes propos sont absolument sincères. Pour le coup, complètement. Moi, honnêtement, là-dessus, je suis sincère. Je pose cette question et je dis que de faire le choix, parce qu'on n'en a pas discuté de le faire en centre-ville, on fait un choix architectural de redynamisation par rapport à ce besoin de professionnels de santé. Attention, c'est une contrainte. Et on verra bien dans 10 ans. Le fait, quand on a fait le choix de construire cette mairie ici, laisse la possibilité de faire une extension, comme c'est souvent le cas pour les collectivités et les mairies. Pour ce bâtiment-là, on sera figé. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je posais la question de savoir si on pouvait... Non, après, ma question, elle n'est pas innocente. Est-ce qu'on peut rehausser ou pas? Parce qu'on ne peut pas s'étendre. On ne pourra pas rehausser. Ça, c'est votre avis. Voilà, et peut-être que d'ici 10 ans, on se posera la question de qu'est-ce qu'on va faire du collège. Voilà, et on aura un gros problème aussi. Là, on pourra en mettre autant que tu veux dans le collège. Donc, voilà, on aura toujours dans
à côté des possibilités de faire d'autres choses à côté, où on utilisera. Voilà. Mais cette maison de santé-là sera déjà occupée. Elle sera bien occupée. Oui, voilà. oui. Et on fera autre chose à côté. Et puis peut-être on pourrait la déménager, mettre des commerces à la place et la mettre ailleurs après. Non, mais ça c'est des Peut-être hypothèses. pas. Ça c'est de la polémique par contre. Voilà. Après, il faut trouver les commerçants pour les mettre dedans aussi. Hein, quand on voit le mal qu'on a les trouver. Bon, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité. Je passe la parole à Sylvain Castagnier pour le rapport numéro 4. Le rapport numéro 4 concerne la cession foncière d'une parcelle agricole à la SAFER, la parcelle cadastrée C860, quartier des Fumades, d'une surface de 1956 m². Le 27 juin 2024, la commune a été notifiée par la SAFER pour une vente d'une parcelle agricole, la C861, dans ce quartier-là. Cette parcelle est dans une zone concernée par le phénomène de cabanisation avec de l'habitat précaire juste à côté. Et la SAFER a un peu consulté les agriculteurs du secteur et a trouvé une agricultrice qui serait intéressée pour acheter cette parcelle sous la condition qu'elle puisse acquérir une parcelle communale limitrophe. C'est cette parcelle communale limitrophe qu'aujourd'hui on vous propose de céder à la SAFER. Cette parcelle n'est pas à l'arrosage, elle est dans une zone qui a peu d'intérêt agricole, entre l'école de Lessire, etc. C'est une bonne possibilité de remettre cette parcelle en culture. C'est pour donc le phasage qui est prévu, c'est la commune, la SAFER acquiert la parcelle C861. Dans la foulée, la commune vend la parcelle limitrophe, la 860, à la SAFER, et les deux parcelles sont rétrocédées à l'exploitant agricole. Bien sûr, derrière, comme à chaque fois, la SAFER fera un suivi agricole pendant 10 ans à compter de la date de la vente. La cession de cette parcelle communale est fixée au prix de 1 570 €, soit 80 centimes d'euros le mètre carré. Après avis de la commission urbaine du 26 novembre 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver cette cession, d'autoriser Madame le maire à signer les actes notariés et de dire que les frais d'actes afférents à cette affaire seront à la charge de l'acheteur. Bon, y a-t-il des questions? Donc, on va passer au vote. Juste sur le prix. Non, mais tu sais, en commission, on a parlé. Oui, non, mais c'est pas ce prix-là qui m'étonnait. Non, mais je sais. Celui-là, il me va très bien. C'est une aide à l'agriculture et c'est très bien. Le prix dont on a parlé, c'est l'autre fois au quartier Grosmont. Oui. En commission, on a parlé d'1,50 €. Oui. Le vrai prix, c'était 1 €. On a fait des recherches, donc c'était pas 1,50 € comme on a pu dire en commission l'autre fois. Ok. Voilà, c'était juste. Bon, ok, merci. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité, l'unanimité. Le rapport numéro 5, c'est M. Daval qui va le prendre. Donc il s'agit d'une poursuite de service public, surtout. C'est l'externalisation partielle à titre temporaire auprès d'un prestataire de l'instruction des autorisations relevant des droits du sol au titre de l'article L423-1 du Code de l'urbanisme. Donc la loi Elan a modifié cet article en y inscrivant la possibilité de confier l'instruction des demandes d'autorisation du droit du sol à des prestataires privés.
Donc on rappelle que la commune assure l'instruction des autorisations d'urbanisme. Cela représente un volume de plus de 250 demandes par an. Alors, compte tenu du départ de l'agent instructeur du service urbanisme au 15 janvier 2025 pour une autre collectivité, il est nécessaire d'anticiper l'instruction des actes d'urbanisme. Or, vu les tensions de recrutement sur ce métier et la non-possibilité de faire appel aux services communs de la métropole Aix-Marseille-Provence pour des raisons techniques, il paraît très compliqué de s'orienter vers un recrutement effectif au 15 janvier 2025. Donc, conformément aux dispositions de l'article précité, la commune demeure décisionnaire et signataire de l'ensemble des décisions relatives aux demandes d'autorisation relevant du droit du sol. De plus, cette externalisation n'entraîne aucune conséquence pour le pétitionnaire ni aucune charge financière. Il est précisé toutefois que la société prestataire sera encadrée par la directrice de l'urbanisme qui se assurera le lien entre la commune et la société prestataire. Après avis de la commission urbanisme du 26 novembre 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'accepter le principe d'avoir recours à un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'instruction des autorisations relevant du droit du sol durant la période de vacances du poste de l'agent instructeur programmé en 2025 et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui. Il est marqué qu'il n'y aura pas de charge financière pour le pétitionnaire. Mais pour la commune, est-ce que vous avez estimé à combien va coûter cette externalisation? On va faire des appels d'offres et on va voir combien les entreprises nous demandent. On s'est déjà un peu renseigné sur les communes, les communes aux alentours qui font la même chose. Et quand même, on peut pas il y a 250 permis qui sont analysés par an. On peut pas, on n'a pas les services actuels pour arriver à traiter tout ça. Donc on est bien obligé de passer par un prestataire extérieur et la métropole ne nous met pas de service, ne nous propose pas de service. Donc on est obligé de passer par... Est-ce que vous avez déjà lancé l'appel d'offres? On est en consultation. D'accord, on pourra avoir le résultat de la consultation et le coût financier de la chose, j'espère, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on demande, on ne l'a pas. Oui, donc bon, on passe. J'espère qu'on pourra avoir tout ça. Ça sera à l'acte ou au forfait. Ça sera une décision du maire, et vous l'aurez en décision du maire. Voilà, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à la majorité. Donc, le rapport numéro 6, c'est moi qui vais, en l'absence de Madame Guy, qui vais le prendre en compte. Donc, c'est une communication sur le rapport, c'est juste des communications, sur le rapport annuel Métropole 2023 sur le prix et la qualité de l'eau, des déchets et de l'assainissement. Donc, si vous voulez lire les rapports, vous avez les adresses mail, les adresses de sites pour aller les chercher. Voilà. Vous avez le premier, c'est sur... il comprend les compétences le territoire et les équipements, la prévention des déchets ménagers et assimilés, les indicateurs techniques, le budget annexe des préventions et gestion des déchets, l'analyse des coûts, et les faits marquants 2023. Donc ça, c'est le premier site où vous pouvez vous renseigner. Et le deuxième, c'est pour l'eau et l'assainissement, avec, pareil, le tarif de l'eau et la qualité de l'eau. Donc voilà. Il est demandé de prendre acte de la communication des rapports annuels métropolitains 2023 sur le prix et la qualité des services publics, la prévention, la gestion des déchets ménagers et assimilés, et sur le prix de la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement Marseille-Provence. Voilà. Après, bon, il n'y a pas de questions là-dessus? Si. J'ai une question et une suggestion. Pourquoi n'a-t-on pas des résultats conformes à 100% sur les analyses physico-chimiques de l'eau? Ça veut dire qu'il y a
au moins une analyse ou plusieurs qui ont été hors des clous. Et donc, je me pose la question, c'était quoi? Qu'est-ce qui était hors des clous? Je ne pense pas que la métropole nous dise quoi que ce soit. Donc, il faut leur poser la question. On leur posera la question. Moi, je regarde ce genre de résultats. Normalement, si l'eau est bonne, on est à 100% tout le temps. Ouais, on leur posera la question. Et la suggestion, c'est de mettre les bons liens, parce que il y en a un qui n'est pas bon, je crois, au moins, sur le site de la commune, que tout le monde puisse avoir accès à ces résultats facilement. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, rapport numéro 7, c'est la même chose. C'est communication de rapport d'activité 2023 de la métropole, Aix-Marseille-Provence. Donc, si vous voulez le consulter, Corinne l'a dans son bureau. Il fait 60 pages. Et vous pouvez venir le consulter. Voilà. 122 pages. Ouais, 62 feuilles. Ouais. Ouais, 62 feuilles, pas 62 pages. Ce qui fait 120 pages. Voilà. 124. Donc de prendre acte de la communication du rapport d'activité 2023 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Voilà. Après, je vais passer la parole à M. Béraudier, Gérard, pour le rapport numéro 8. Le rapport numéro 8, ça concerne l'approbation de la convention d'accueil des manifestations dans le cadre de lecture par nature pour 2025. Cet événement a lieu du 14 janvier au 8 février 2025. Pour Malmort, c'est le 5 février. Lecture par nature est le premier dispositif d'action culturelle mis en place par la métropole à destination des établissements de lecture publics du territoire, en associant artistes, auteurs, médiateurs, professionnels de lecture et les usagers des médiathèques. Chaque édition met à l'honneur une thématique après avoir exploré les liens entre la littérature et la cuisine, la musique, le cinéma, le jeu et le sport. L'année dernière, c'est le sport, c'est les Jeux Olympiques. Cette année, c'est le projet, c'est le Capital Bleu et sera consacré au thème sur l'eau. La commune de Malmort a choisi de s'inscrire dans cette 8e édition de lecture par nature. Ce partenariat souligne l'implication de la commune dans le développement culturel du territoire, de la métropole et s'inscrit dans la programmation culturelle de la ville. Ce dispositif est gratuit pour les communes, bien sûr, qui ont choisi d'y participer, s'inscrire dans ce projet. Développement de la culture et doit contribuer à tisser des liens entre le public. La thématique retenue est hydropholie, en écho aux enjeux de la société liés à l'eau. Dans ce cadre, la médiathèque accueillera la compagnie Sous-X pour un spectacle le 5 février, ce que j'ai eu au début, 2025. Alors, je ne sais pas, il y a marqué 10, je pense que c'est 10 heures, mais il faut vérifier. Alors, tout ça, n'importe comment, vous avez des informations. Si vous voulez plus de détails, vous avez simplement à taper lecture par nature sur un moteur de recherche et tout apparaît d'un coup. Hein. Voilà. La présente convention a pour objet de préciser les obligations et les responsabilités de la commune de Malmort et de la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre de la manifestation lecture par nature. La métropole s'engage à financer la venue des artistes en vue de leur prestation à la médiathèque. La commune s'engage à mettre à disposition un lieu d'action culturelle adapté, à détacher le personnel nécessaire à la réalisation de l'opération, en mettre en œuvre une campagne de communication et à offrir la gratuité au public pour cet événement. Après avis de la Commission des affaires institutionnelles du 26/11/2024, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver la signature de la convention d'accueil des manifestations dans le cadre de lecture par nature 2025 avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Voilà. Bon, y a-t-il des questions sur ce rapport? Non. Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Donc on va passer au rapport 9.
qui sont les tarifs communaux pour 2025. Donc, je vais vous dire juste ce qui a changé. On ne va pas revenir sur tous les tarifs. Donc, pour la fête votive, on a mis des forfaits pour les fluides. Alors, 3 € pour les petits, 6 € pour les moyens et 9 € pour les grands par jour d'utilisation. Après, pour la régie piscine, on a précisé que les carnets 10 entrées étaient réservés aux malmortés, parce qu'il y avait des personnes extérieures qui demandaient s'ils pouvaient avoir des carnets. Après, il y a la location de la salle du Vergon, qui est passée de 450 à 500 €, et la caution qui est passée de 800 à 1200 €. Et après, la dernière, c'est l'allocation du stade d'honneur. Donc, pour tout ce qui est international, national et Ligue 1, c'est 500 € par jour de stage et 2500 € par match. Et pour les moins de 21 ans, c'est 350 € par jour de stage et 1200 € par match. Voilà. Donc, on vous demande d'approuver le tableau fixant les tarifs communaux présentés dans le tableau ci-dessus pour l'année 2025 et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Avez-vous des questions sur ces tarifs? Micro. Qui sera abstention, comme tous les ans, par rapport à la taxe forfaitaire. Non, pourtant c'est allumé, hein. Vous m'entendez là? Ouais. Ah, ça va. Oui, donc moi je vais m'abstenir pour la même raison, pour tous les ans, la même raison. Voilà. C'est la taxe forfaitaire annuelle des arrosages et des focardages. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser puisque tous les ans c'est la même chose. Pas de problème. Merci. Il y a d'autres questions? Non? Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité. Rapport numéro 10, section d'investissement, autorisation d'ouverture des crédits pour 2025. Donc c'est comme chaque année, pour pouvoir couvrir les dépenses qu'on peut avoir jusqu'au vote du budget. On peut ouvrir 25% des crédits. Donc sur cette ligne, on fait un montant total d'autorisation d'ouverture de crédits d'investissement pour 2025 de 1 183 700 €. Cette ouverture anticipée de crédit permettra de mandater les dépenses avant le vote du budget et de respecter les obligations de la commune en matière de comptabilité, d'engagement et de délai de paiement. Cette facilité favorisera en outre la possibilité d'amorcer la réalisation de la politique d'équipement de la ville telle qu'elle sera proposée lors des séances du conseil municipal relatives à l'adoption du budget primitif de 2025. Après avis de la commission de finances du 28/11/2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire et son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025, tel que présenté ci-dessus dans les limites de 1 183 700 €. Y a-t-il des questions? Monsieur Platon. Oui. Alors, comme chaque année, je demande pourquoi faire. Et
Bon, l'année dernière, on m'avait répondu que c'était pour prendre en compte d'éventuels aléas et qu'il n'y avait rien aucune dépense de prévue hors aléa. Donc c'est bien ce qui est dans la phrase pouvoir répondre à la continuité du service public et à la prise en charge de toute problématique relevant de la sécurité des administrés. Ça me va bien. Par contre, il semble qu'il y ait des projets qui soient déjà engagés et qu'on a des dépenses et des commandes à faire dès le début d'année, que ce soit pour Lidl ou pour la maison de santé. Donc j'aimerais que ça soit précisé et qu'on sache. Et alors, je finis. Lors de la commission, j'avais noté qu'il manquait une phrase dans l'article 1612-1. Cette phrase qui dit « L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits ». J'avais demandé pourquoi cette phrase a disparu et je croyais qu'on était d'accord pour la remettre. Oui. Elle n'y est toujours pas. Elle n'y est toujours pas. Voilà, donc encore une fois, je me demande à quoi servent les commissions. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous quand vous nous convoquez en commission? Je pose la question, j'ai toujours pas la réponse. Alors, je confirme aussi les dires de Thierry, puisque j'étais aussi à la même commission. Effectivement, on avait demandé, suite à sa demande, à ce que la phrase soit rajoutée. Il me semble qu'on avait obtenu votre accord. Oui, elle devait être rajoutée. Voilà, donc ça n'a pas été fait. C'est une omission. Ok, donc est-ce qu'on peut faire un amendement de modification pour l'intégrer ou pas? Madame la DGS? C'est pas vous, interrogez. C'est pas vous non plus. Oui, on peut la rajouter, oui. Ok. Pas besoin d'amendement, on la rajoutera. Ben, on la rajoutera avant d'envoyer à la... Eh ben, il faut qu'on vote cet amendement alors. Ben, on va voter... Non, il faut d'abord voter l'amendement et après on vote le... Oui, on va voter l'amendement. Bon, on va bien rajouter cette phrase-là. Peut-être que Thierry peut nous la lire. Oui, mais la phrase, c'est l'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Non. Eh ben voilà, elle y est. Excusez-moi. On retire l'amendement alors. Voilà. Donc la phrase y est. Comme quoi. Et tout le monde peut se tromper. Donc on ne fait pas d'amendement, on va passer au... Non, mais parce qu'il y en a qui ne se trompent jamais. Alors, et pour terminer, donc ce serait sympa si on pouvait avoir l'année prochaine un petit peu plus de détails, parce que c'est vrai qu'on avait demandé en commission sur les projets déjà lancés, mais ce serait un acte d'ouverture et de clarté. Mais on ne peut pas vous donner des choses qu'on ne connaît pas. On va marquer quoi? On va marquer des choses que... Il y a des communes qui y arrivent. On n'est pas sûr de rentrer. Quand on fait le budget, on est sûr de les rentrer. Là, on n'est pas sûr de les payer. On ne peut pas vous imaginer ce qu'on va faire. C'est en cas de problème, de cette précaution, on a cette somme. Et on ne peut pas vous inventer des choses qu'on ne connaît pas. Non, mais ce sont des déclarations d'intention. Et il y a des communes qui le font, comme la Roque-d'Enterron. Donc, c'est faisable. Ben, c'est bien, la Roque-d'Enterron le fait, mais s'ils ne font pas ce qu'ils disent, je ne vois pas pourquoi. Voilà. On ne peut pas engager des choses qui sont où on ne connaît pas les choses. C'est comme tout budget, en fait. C'est comme si on signait un chèque en blanc, là. Voilà, c'est comme si on signait un chèque en blanc, ou alors, soit on ne prévoit rien pendant le premier trimestre, et pendant un quart de l'année, on ne fait pas des investissements,
on ne fait rien, on est juste à attendre qu'il y ait un aléa ou quelque chose, soit on a planifié des investissements et on le dit, c'est tout. Voilà. Là, je ne vois pas pourquoi on ferait on attendrait le mois d'avril pour savoir ce qu'on a dépensé au premier trimestre. Pourquoi? La DGS va vous répondre. Patricia. Oui. Un peu comme vous, je vais me répéter, puisque c'est une réponse que je vous ai faite en commission. Cette délibération est là pour fixer un cadre de précaution, c'est-à-dire jusqu'au vote du budget, autant on peut fonctionner avec les crédits de fonctionnement. Ça n'est pas le cas pour l'investissement. Nous avons voté les AP, ce qui nous permet de consommer les AP, vous vous rappelez, au Conseil dernier. Il y aura les reports d'investissement, qui sont des dépenses engagées en fin d'année, et là encore, ça suivra son cours. Il se trouve que hors AP, hors report, on peut être amené à faire des dépenses qui relèvent de la sécurité publique, pour lesquelles il faut intervenir rapidement. Ça peut être aussi un four défaillant à la cantine scolaire, il faut le remplacer pour la continuité. C'est un mur qui s'écroule et qui peut altérer gravement la sécurité des administrés, et donc il faut pallier à cette affaire-là, un arbre à travers la route. Bref, tout ce qui relève de l'investissement. La possibilité d'ouvrir le quart des investissements, elle s'ouvrait à 1,9 million. Prudemment, nous ouvrons 1,1 million. Pour mémoire, vous me demandez chaque année combien nous dépensons sur à peu près toujours la même manne, 1 million. Sur cette année 2024, pour 1 million dépensé, nous avons dépensé 79 000. Autant vous dire que le budget n'est absolument pas obéré de la commune, puisque de toute façon, il y aura une obligation d'inscrire cette somme au budget qui sera arbitré avec vous tous. On est sur une délibération de principe qui permet aux collectivités d'assurer la continuité du service et la sécurité des administrés et des établissements et des équipements et de tout en général. Ça engage la responsabilité du maire. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est une délib cadre marquée sur une délibération. Il y aura dans ces crédits telle opération, telle autre, parce qu'en effet, nous avons les éléments de pouvoir le dire. Eh bien, si jamais elle ne se fait pas, ça nous oblige. Donc non, ça ne sera pas marqué. Même si oralement, je vous ai dit, il y a un projet dont on ne pourra pas notifier le marché avant la fin de l'année, et du coup, il sort des reports, il sort des AP, mais on sait qu'il va partir en début d'année. Mais pour autant, tant que je ne l'ai pas signé, on ne va pas le marquer sur une délibération parce qu'il aurait une force exécutoire de droit. Donc, on va rester dans ce que nous permet le législateur, à savoir la possibilité de consommer des crédits d'investissement. Et définitivement, encore une fois, c'est une délibération de principe. Merci, Patricia. Ça marche, oui. Vous dites qu'en dehors des AP, il n'y a que les aléas qui font partie de ce budget. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Non. C'est pas ce qu'elle a expliqué. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à la majorité. Alors, rapport numéro 11, c'est l'approbation du projet de convention de participation financière 2025 relative aux fiches actions CTG. Donc le CTG regroupe le CIVU plus les communes d'Aiguières et de Sénas. Donc on signe une convention pour 6 projets. Non, je l'ai. Il est là. Les actions, oui. Bon. Ah oui, ils sont derrière la convention. Voilà. Oui, donc le CTG a organisé l'année dernière et va organiser cette année, en 2025. Elle a fait cette année et reprend en 2025
des fiches actions sur les lieux d'accès numérique, les actions de lutte fracture numérique, la mise en réseau pro, la ludothèque, le RPE, c'est la petite enfance, et la journée famille. Alors, je ne sais pas si vous avez été à la journée famille qui s'est déroulée à la Manon. C'est une très grosse réussite. Donc, cette année, pour l'année prochaine, il recommence les mêmes actions que l'année dernière. Voilà. Donc, après, le CIVU Collines-Durance fera l'avance financière de l'ensemble des fiches actions pour lesquelles chaque commune s'engage à effectuer le remboursement selon la clé de répartition suivante. Donc, 8,66% pour Alins, 9,23% pour Charleval, 23,82% pour Eyguières, 6,85% pour la Manon, 20,94% pour Malmort, 23,83% pour Sénas et 6,67% pour Verneuil. Pour la compétence en enfance-jeunesse, Eyguières et Sénas n'étant pas à l'intérieur du CIVU, ils payeront un peu plus que nous. Bon, après la commission finances du 28/11/2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le projet de convention de participation financière 2025 pour les fiches actions du CTG, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la dite convention et à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'approbation de la présente délibération. Avez-vous des questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Bon, donc, le rapport numéro 12, c'est l'approbation des rapports de la CLEC portant évaluation des charges transférées entre la métropole et les communes membres au titre des transferts et restitution de compétences. Donc, le Conseil métropolitain a approuvé le transfert d'équipements culturels et sportifs sur le périmètre des communes d'Aix-en-Provence et Miramas. Par ailleurs, les corrections ont été apportées aux évaluations des charges transférées au titre de la compétence voirie pour les communes d'Aix-en-Provence, Grance, Istres et Miramas. C'est dans le cadre de la CLEC le 23 septembre 2024, adopté des rapports d'évaluation définitive des charges transférées. Donc voilà. On nous demande de voter ça, mais on n'est pas du tout concerné. Donc, après avis de la commission finances du 28/11/2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver les rapports de commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC, si annexés, portant l'évaluation des charges transférées pour chaque commune membre de la métropole et chacune des compétences transférées ou restituées. Y a-t-il des questions? Bon, donc, juste pour remarquer qu'il y a bien la CLEC concernant la voirie. Oui, on a vu. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Donc, le rapport supplémentaire qu'on a tous accepté de passer, c'est le numéro 13. Je vais laisser la parole à Hélène Janet. Alors, participation financière à l'opération solidaire Ensemble pour un mammographe pour l'hôpital de Salon-de-Provence. Dans le cadre d'Octobre Rose, les maires du bassin salonnais se sont mobilisés pour soutenir l'opération Ensemble pour un mammographe.
Cette mobilisation a pour but d'aider l'hôpital de Salon à financer l'achat d'un mammographe, appareil incontournable pour le dépistage du cancer du sein. Cet appareil dernière génération coûte 230 000 €. C'est une nécessité de santé publique. Les associations sportives comme le Basket Club de Salon, l'association Charles Trenet, la Ligue contre le cancer, le club qui va à Nice, ainsi que les communes de la Fare, les Oliviers, Pélissane, Velot, La Barbin, Coudoux, ont organisé des concerts, des tournois, des séances de cinéma, des conférences, des forums, avec une cagnotte commune, ensemble pour un mammographe. Malemort, notre commune, reversera la totalité des entrées du théâtre d'Annie de la soirée du vendredi 18 octobre dans le cadre d'Octobre Rose, la somme de 1 500 €. La compagnie du Caramantran nous présentait une célèbre pièce du théâtre de Carole Krebs. J'aime beaucoup ce que vous faites. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la participation financière de 1 500 € à l'opération solidaire Ensemble pour un mammographe à l'hôpital de Salon de Provence, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, chapitre 65, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires à l'application de la présente délibération. Oui, non, je pense qu'il y a une petite erreur. Les 1 500 €, c'est nous qui les versons direct, c'est la commune qui verse directement. C'est pas ceux du spectacle. Ceux du spectacle, c'est en plus, mais nous, la commune s'engage à verser 1 500 € de participation financière. On met 1 500 €. Y a-t-il des questions? Non, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci. Donc, les décisions du maire, y a-t-il des questions? Oui. Moi, personnellement, mais ce sont les associations qui demandent quand elles vont pouvoir utiliser la salle des fêtes. Quand est-ce que... Quand les travaux seront terminés. Voilà, et à quelle date? Je m'en doute. Oui, mais c'est pas sur décision du maire. Non, mais non, je voilà. peux poser cette question. La date, c'est prévu, je pense, vers le mois de mars, mars-avril, les travaux seront terminés, normalement. Sur les décisions du maire, il n'y a pas de questions? Non, il y a juste... j'ai pas fait la somme de tous les marchés qui sont passés au titre de la maison de santé. Je me pose la question de ce que ça représente. C'est des obligations. Sur les APCP, on avait voté de l'argent pour la maison de santé déjà, sur les APCP. On n'a pas encore le permis. S'il y a des recours, je ne sais pas quoi, il y a des médecins autour qui ne sont pas contents et qui font un recours sur je ne sais pas quelle raison, on a déjà passé les marchés. Oui, mais on va commencer les travaux, il faut qu'on ait les sociétés avant. Quand les permis seront là, il faut qu'on puisse attaquer. Si on commence à chercher des entreprises, c'est des diagnostics pour la plupart, ou autrement c'est des trucs de contrôle. Donc il faut qu'ils soient là, en tant que dès le début des travaux. Voilà. Pour ne pas prendre de retard, il faut qu'on ait déjà les entreprises, parce que c'est assez long pour trouver des entreprises. Voilà. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Bon, on va passer aux informations. Donc, alors, du 10 au 11 janvier,
C'est quoi ça, Gérard, Pouli? C'est la police de Gilliac. Oui, tu connais, Françoise? Je connais un peu. Voilà. Voilà, le comité consultatif patrimoine provençaux a réitéré l'événement que l'on avait mis en place l'an dernier. C'était la poulie de Villade 1. Et au vu du succès remporté cette année, nous avons décidé de reprogrammer cette poulie de Villade sur 2 jours. C'est-à-dire que ça sera vendredi soir, vendredi 10 janvier à 19h30 et samedi, donc 11 janvier, à 17h30. Voilà. Donc, même si vous ne parlez pas provençal, c'est l'occasion de redécouvrir des personnages importants de notre village, qui ont des personnages très connus, et puis de passer un bon moment, comme les veillées d'antan se faisaient, entre voisins, amis et tout. Donc, c'est en provençal et en français. Et puis, il y a des scénettes, des chansons, pardon, des scénettes, des chansons, voilà, et puis bon, ce sont tout sauf une ou deux personnes qui sont vraiment artistes, mais tous les autres, nous ne sommes que des comment dire, des bénévoles, des très grands amateurs, voilà. Donc, et à cette occasion, lors de l'entracte, il y a des oreillettes et du vin chaud qui sont faits aussi par des bénévoles. Voilà. Donc, je vous y invite. Merci Françoise. Deuxième événement, c'est du 17 au 31 janvier. C'est la quinzaine italienne. Et là, je vais laisser la parole à Gérard. Alors, la quinzaine italienne, déjà depuis 2021, on a mis de la musique. Parce qu'avant, il y avait surtout des films. Il y avait aussi le samedi, les samedis de Juliette, avec une présentation d'un peintre italien. L'année dernière, c'était pour la musique, c'était un orchestre philharmonique qui jouait du Ennio Morricone. On met beaucoup de films récents et non plus des films anciens. Et cette année, on a 3 groupes musicaux et 4 films donc assez récents. Voilà, on vous enverra tout ça, mais c'est à voir. Il y a beaucoup d'activités. Il y a la médiathèque, il y aura aussi une exposition permanente sur l'Italie. Également, il y a aussi des activités qui vont se faire aux écoles. Ils vont bien sûr faire des repas italiens, aussi par exemple au foyer également. Voilà, puis je pense que ça prend de l'ampleur chaque année. Il y a aussi les artistes peintres qui participent puisqu'ils font un tableau en commun, enfin un tableau. Ils font un petit tableau sur lequel ils vont mettre un petit peu comme une signature mais en peinture. Bon, on n'a pas les grands peintres, hein, quelques-uns qui sont là. Mais bon, on a quand même quelques... Bon, c'est plutôt des amateurs et un ou deux professionnels qui ont participé à ça. Voilà. Merci Gérard. Voilà pour la quinzaine italienne. Merci Gérard. Y a-t-il des questions? Oui, le prochain conseil, oui. Ah oui, le prochain conseil sera en février. On n'a pas encore la date. Ok, moi j'ai une question concernant le plan vélo. L'année dernière, avec Ghislaine, on a travaillé sur un plan vélo pour améliorer la sécurité, le marquage, la signalisation. Et il y a eu un certain nombre de propositions et un budget de 20 000 € qui a été affecté pour ce plan. Et j'aimerais savoir quand c'est que ça va être réalisé, sachant que depuis 2-3 mois, on demande une réunion pour planifier et spécifier en détail ce plan vélo. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir cette réunion et cette planification pour ce... C'est Ghislaine qui va planifier cette réunion, c'est elle qui s'en occupe et il faut qu'elle voit avec les services techniques. Ouais, mais elle n'a pas eu de réponse à ma connaissance et donc après plusieurs relances. Donc elle n'est pas là ce soir et je me fais son relais. Oui, d'accord. C'est noté. Bon, ben, merci et bonne soirée. Passez bonne fête.